Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va parler avec un grand champion français dont on a déjà parlé à de nombreuses reprises. Ses oreilles ont dû siffler quand on a cité son nom avec plusieurs invités. Mais enfin, voilà, ça y est, il est là. Je suis heureux de tendre le micro à William Ménesson. Salut William. Salut Hermano. Eh bien, comme je le disais, enchanté de t'avoir. Je te l'ai déjà dit au moins 3 fois en off. Je te le redis là en live. Ce que je te propose, c'est la première question que l'on pose à tous nos invités. Eh bien, c'est de te présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est William Ménesson ? Donc je suis un triathlète professionnel à mi-temps, on va dire. Je suis data analyst à côté. J'ai commencé le triathlon il y a une dizaine d'années maintenant, après le baccalauréat. Au moment du baccalauréat, en fait, au lycée, c'est terminal. Avec l'épreuve de demi-fond en athlétisme, j'ai rejoint l'équipe du lycée du triathlon. Donc quelqu'un qui pourrait bien. J'avais jamais fait de sport d'endurance par le passé, mais mon meilleur copain à l'époque fait partie des bons triathlètes au niveau UNSS régional. Et en fait, je me suis pris au jeu de courir, faire un peu de bike and run, puis des petits duathlons en UNSS, puis mon premier triathlon en format super sprint. Voilà. Et puis l'année d'après, j'ai fait ma première licence à Versailles Triathlon. Et à Dauphine à l'époque, en études. Un cursus pour essayer de faire un petit peu de sport à côté, parce qu'on avait un petit peu de temps. Donc c'était pas mal. Et je me suis pris au jeu, en fait, de toujours essayer de faire un peu plus long. Donc rapidement, je suis passé sur format M, puis sur format L. En 2016, mon premier Ironman, après 3 ans de sport d'endurance seulement. Et j'étais pisté au virus, en fait, ensuite. Et je me suis entraîné, de plus en plus progressivement. J'ai commencé à mieux performer, d'abord sur des courses régionales, puis nationales. Et en fait, petit à petit, je n'avais pas d'objectif, j'étais pas mis de limite, jamais j'aurais pensé en faire en partie de mon métier. Mais voilà, ce qui me drive toujours, c'est la progression, c'est de voir jusqu'où je peux pousser mon corps, quelle limite je peux me fixer par rapport à mes capacités qui, elles, ne bougent pas par rapport au début. Et essayer de trouver des drivers à l'entraînement pour aller le plus loin possible et me rapprocher des meilleurs. Donc ça, c'est un peu pour le point de vue la partie sportive triathlon, on va dire. Avant ça, j'ai fait beaucoup de sport, un peu de tout, n'importe quoi, du tennis, de l'équitation, pas mal de voile. Vraiment un peu fourre-tout, plutôt que type sport de glisse. Mais bon, je plafonnais un peu, donc ensuite je me suis mis au triathlon, le virus était pris, et puis j'ai pas arrêté. Et sinon, d'un point de vue professionnel, j'ai fait des études à Dauphine en management, marketing et stratégie. Après, j'ai bossé un peu en stratégie, en finance sur Paris. Je suis dans le sud de la France en 2019 pour rejoindre ma compagne qui est devenue ma femme depuis. Et je travaille dans la BI et j'ai changé de travail l'an passé pour rejoindre Xefi, qui est une superbe entreprise avec qui on partage beaucoup de valeurs, notamment de performance, de sport, de santé. Moi, j'ai déjà eu un PDG sur le podcast. Donc voilà où j'en suis actuellement. Effectivement, tu parles de Xefi, on a reçu Sacha Rosenthal sur le podcast un peu avant la 2e édition de l'IOTA, donc il est venu nous parler de l'IOTA, mais il est aussi et surtout venu nous parler de lui, sacré profil, sacrément intéressant et inspirant, je trouve. Donc tu vois où est la barre là, elle est haute là, non. Ouais, il est dur à suivre, hein. Ça va très vite avec lui, il faut s'accrocher, mais c'est passionnant et super intéressant, on apprend beaucoup à ses côtés. Ouais, on reviendra justement sur cette expérience de la IOTA et autres, mais là, on reste un petit peu sur toi, sur ta découverte, non pas du sport, mais plutôt du triathlon. Comment est-ce qu'on découvre le triathlon à 17, 18 ans, quand on passe le bac et qu'on devient triathlète pro à mi-temps? Ouais, alors ça s'est fait très très progressivement chez moi parce qu'en fait, quand j'ai commencé à courir, je connaissais pas le triathlon, c'était pas du tout mon objectif. Je savais qu'il y avait une team de triathlon dans le lycée, donc je savais qu'il y avait natation, vélo, course, mais ça s'arrêtait là. Je connaissais aucun nom d'athlète, rien du tout. C'était vraiment, je partais de zéro. Et en fait, c'était plus par le défi en fait de me dire, je suis peut-être pas mauvais à ça. Jusqu'à présent, j'avais jamais pris de plaisir à l'entraînement de sport endurance. J'aimais pas courir, j'aimais pas nager.
j'étais à l'aise dans l'eau parce que je fais beaucoup de sport nautique, mais je sais pas nager le crawl. J'étais plus à nager dans ma planche de surf quand je me faisais bouler dans les vagues. Donc c'était pas trop, pas trop vraiment compétitif. Le vélo, j'en avais pas, à part pour aller me balader, pour aller chercher le pain. Enfin, c'était vraiment, les sports endurance, c'est pas dans ma culture, dans ma famille, ça jamais été le cas. Donc c'était, partais vraiment de zéro. Mais en fait, le fait de sentir qu'en s'entraînant, j'ai progressé petit à petit, et en fait, directement, j'ai plutôt pas trop mal marché sur des formats très très courts du lycée. Euh, Toute chose, il n'y a pas de densité, il n'y a pas de niveau. Enfin, c'est le lycée, quoi. Mais en fait, je me suis pris au jeu de voir que j'étais pas trop mauvais et je me suis dit, bah, jusqu'où je peux aller, est-ce que je peux rattraper les meilleurs ou pas. Donc, j'étais un peu en dilettante pendant 2-3 ans avec mes études en école de commerce. Et en fait, je suis parti en échange Erasmus en Angleterre, à Oxford. Là-bas, le sport a une grande place à côté des études. C'est pas comme en France où on nous demande souvent de choisir. Là-bas, ils mènent les deux de front. Et en fait, ça m'a permis aussi, moi, de pratiquer l'anglais, de me sociabiliser un peu en rejoignant ces clubs de sport. Et donc, c'est là vraiment, j'ai commencé à m'entraîner régulièrement. C'était l'automne 2014. Et après, je suis rentré en France et à partir de là, j'ai jamais vraiment décroché. C'était pas des semaines folles, hein, c'était 13-14 heures à l'époque, parce que j'avais encore les stages en entreprise à temps plein, les études, le master, etc. Donc, c'était un peu compliqué de tout jongler. Puis, j'ai pas un passif de sportif, donc je pouvais pas tenir faire des semaines à 25 heures dès le début, c'était impossible. Donc, j'essayais de jongler un petit peu, en essayant de prendre du plaisir, progresser sur mes courses, mais voilà, et j'apprenais en même temps par moi-même, parce que j'ai jamais eu de coach. J'en voulais pas, j'en veux toujours pas. C'était un peu ce driver de découvrir en permanence comment accéder à la progression et faire mieux avec pas forcément plus, parce que j'ai pas forcément plus de temps à y consacrer. Mais petit à petit, les résultats sont venus et la régularité et le temps, parce que c'est un peu ça qui fait le succès en sport d'endurance quand même, c'est faut être patient et y consacrer du temps et s'investir régulièrement. On fait que les résultats ont suivi petit à petit et j'ai commencé à gagner quelques courses. Et jusqu'à encore 2020, je travaillais à temps plein à côté du triathlon et la question s'est jamais vraiment posée jusqu'à ce moment-là de me dire est-ce que je vais faire plus de sport que le boulot? Et le boulot en un, le sport c'est cool à côté. Et puis après, j'ai réussi, grâce à des employeurs que je remercie, de concilier les deux en parallèle. Euh, donc voilà, c'est vraiment très progressivement. C'était pas du tout décidé au début. Et je sais pas où ça mènera par la suite, mais pour l'instant, c'est un équilibre qui me correspond plutôt bien d'avoir les deux côte à côte. Alors, quand tu dis avoir les deux côte à côte, tu es vraiment à mi-temps sur ton travail, c'est-à-dire en France c'est 35 heures, donc enfin 40, 39 avec les RTT, etc. Mais est-ce que en gros tu fais 20 heures de boulot et le reste c'est de l'entraînement et des compétitions, ou est-ce que c'est plus un temps partiel plus qu'un vrai mi-temps? Non, 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 c'est vraiment mi-temps, hein. Non, mon contrat de travail, c'est mi-temps. Après, j'ai l'avantage. Par le passé, c'était vraiment mi-temps. Et quand j'ai travaillé à Monaco, j'habite à Nice et je travaillais à Monaco avant, pendant toute la partie où j'étais mi-temps, c'était Covid et post-Covid, jusqu'à fin 2022. Là, je fallait aller au bureau tous les jours, donc il n'y avait pas de télétravail, c'est pas trop dans la culture à Monaco. Donc, j'avais le droit à une demi-journée ou deux seulement de télétravail. Le reste, c'était au bureau, donc j'avais vraiment c'était 40 heures là-bas, c'était pas 35. Donc, j'avais vraiment mes 20-25 heures à faire. Je me travaillais en 25 heures à l'époque à Monaco, à faire de travail. Et le reste du temps, je m'entraînais. Donc, pas forcément plus qu'avant. Je m'entraînais juste un peu mieux parce que forcément, j'arrivais à mieux caler mes séances et à récupérer un petit peu mieux. En termes de volume, j'ai pas d'un coup je peux passer de 20 heures à 30 heures. Et mon volume peut bouger d'une heure ou deux sur la moyenne de l'année, mais quasiment rien. Là, chez Xefi, j'ai l'avantage d'être sur une fonction support. Je fais de la business intelligence. Donc, je peux être en télétravail tout le temps. Les bureaux sont à Lyon. Moi, je suis à Nice. Et après, l'avantage, c'est que c'est assez flexible. C'est-à-dire que je peux bouger un peu mes créneaux horaires comme je veux, quand je veux. Je travaille que sur des projets au long terme. Donc, j'ai pas trop cette contrainte au quotidien de devoir être connecté à 8 heures. Si je suis pas à 8 heures, c'est grave. D'avoir un rendu à faire pour la fin de la semaine. C'est que des projets à une échéance plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour la plupart. Donc, ça me permet d'être vraiment flexible, de travailler le soir si j'ai envie, le week-end, en déplacement quand je suis en course. Donc voilà. Et travailler plus l'hiver aussi, où la période est un peu plus light. Et à l'inverse, quand j'ai des gros déplacements, même si pendant 3-4 jours, je ne travaille pas, s'il n'y a pas mort d'homme, je peux me reporter après. Voilà. Je, je suis autonome, on va dire, dans mon temps, et j'essaie de le gérer au mieux pour ne pas trop jouer sur la quantité, mais plus sur la qualité du rendu au travail. En tout cas. Bon, sur la quantité, on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Sur la qualité, évidemment, on voit qu'elle est au rendez-vous. Je te propose de faire un petit focus justement sur le pro, mais pro professionnel et pas pro sportif. Tu parles de BI, tu es expert BI, Business Intelligence. Quelques minutes. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a l'habitude dans ce podcast de parler triathlon, de définir tous les sports du triathlon et les distances, etc. Mais d'un point de vue pro, tiens, la BI, qu'est-ce que c'est? Ouais, alors ça regroupe un peu tout et en fait, il y a plein de façons d'y arriver.
L'idée de ce type de poste, c'est de créer des outils, des tableaux de bord, très concrètement, qui vont me permettre, à travers l'utilisation des données qu'on a à disposition, d'aider à la prise de décision. Donc, ça peut être des rapports financiers, ça peut être des segmentations au niveau client, par exemple, comment j'identifie des clients à fort pouvoir d'achat, à faible pouvoir d'achat, des clients récurrents, comment j'ai des petits qui partent, comment est-ce que je peux les garder, comment je fais monter le panier moyen. Donc l'idée, c'est de jouer avec toutes les données qu'on a à disposition, à travers les cookies qu'on a sur Internet, quand un client passe une commande, on a un historique, donc, toutes les données qu'on a à disposition, on récupère de partout, Internet, nos systèmes en interne, de pouvoir créer des requêtes là-dedans, dans une base de données, et ensuite pouvoir utiliser ces données et les transformer pour créer des visuels, donc plein de graphiques, un peu comme on peut voir dans les applications d'entraînement, les graphiques en courbe, en charte, les petits camemberts, tous ces trucs-là. Voilà, c'est des choses que nous, on produit pour l'entreprise, pour l'aider dans sa stratégie, à essayer de grossir, gagner des parts de marché, gagner plus de clients, faire plus de chiffre d'affaires, être plus rentable, etc. Donc voilà, BI, c'est un peu data analyst. Ça peut s'appliquer à plein de secteurs. Avant, j'étais chez Coca, donc je vendais des canettes. À Monaco, on vendait des billets de F1. Et là, je vends des services, l'entreprise vend des services informatiques au TPE, PME. Donc, le secteur n'a pas grand-chose à voir à chaque fois. Le point commun, c'est que c'est des données, on s'en sert, on les transforme, on essaie de les rendre visuelles pour aider à la prise de décision sur le terrain. Bon, ouais, je sais pas si tu vois du coup où est-ce que je veux t'emmener, mais est-ce que tu transposes tes compétences, ton expérience professionnelle dans le sport, justement avec un petit peu de data analyse? Est-ce que si on reviendra sur la partie coaching où tu disais tout à l'heure que tu n'avais justement pas de coach, mais j'imagine que tu utilises des outils comme Nolio ou comme Aido ou des choses comme ça, et donc forcément des graphiques t'en as. Est-ce que ça te permet justement de mettre en lumière, déjà en exergue et après en lumière tes données, et puis de pouvoir les utiliser pour tes entraînements? Ouais, j'avais écrit il y a quelques temps un petit post justement sur le lien entre les deux, parce qu'il n'y en a pas un qui prend le dessus, enfin pas le parti, on va dire, sport qui prend le dessus sur le côté professionnel. Les deux se nourrissent en fait. Moi, j'adore les données globalement. Je suis un geek. J'ai toutes les extensions sur Google Chrome pour Strava. Pour la partie Hadoop, j'avais aidé Fred et Charlotte Belot pour développer la partie Performance Management Chart au tout début de l'application. Donc, comment est-ce une sorte de réplique du PMC de Training Peaks, mais brandé Hadoop avec les propres, leurs propres modèles, en intégrant d'autres indicateurs comme la fatigue, le sommeil, etc. Ça n'existait pas dans Training Peaks à l'époque, donc voilà, j'avais participé à tout ça là-dedans. Je m'étais refait une performance management chart sous Excel, moi de mon côté, pour m'amuser à jouer avec des poids. Enfin, j'aime ce côté, en fait, data, jouer avec des modèles, voir ce que ça donne, et voir ensuite si dans la réalité, ça marche ou pas. Parce que c'est bien d'avoir un modèle, il va nous prévoir quelque chose, mais est-ce que concrètement, c'est ce qui va se passer? Est-ce que le modèle dit que je suis en forme, mais est-ce que je suis vraiment en forme? Est-ce que en mettant ce facteur-là, c'est peu réaliste? Donc ouais, j'aime jouer avec les deux, avec ces données. Concrètement, le boulot le sport et le boulot se rejoignent à ce niveau-là de façon forte, quoi. C'est qu'en fait, les données, c'est un peu ma vie, mais je sais aussi m'en détacher quand il y a besoin. Donc, trop de données, tu as donné. Petit à l'âge, donc. Justement, c'est un truc qui m'intéresse là. Tu piques ma curiosité. Trop de données, tu l'as donné. Comment est-ce que tu fais pour faire la part des choses? Alors, l'idée, c'est déjà d'avoir ta propre expérience et peut-être d'avoir aussi quelques tuyaux pour aider nos auditeurs, nos auditrices à ressortir les bonnes données, à les mettre en exergue, à savoir les utiliser, à savoir les exploiter, et puis peut-être à progresser grâce à ces données. Ouais, alors j'ai même un petit paradoxe, c'est que le meilleur indicateur, c'est le ressenti. Ça reste une donnée, parce qu'en fait, le ressenti, on va le normer sur une échelle de bord de 1 à 20, de 1 à 10, de 1 à 3, peu importe, en fait. Comme on va même la précédente, c'est 3 intensités, moderate, medium, mad, donc moyen, dur et à fond, quoi, grosso modo. Donc peu importe sur quelle échelle on met, mais ça reste une donnée sur une échelle, en fait. Donc ces données-là, au final, généralement, quand on en a trop, on veut croiser plein de choses, on ne sait pas forcément les lire. Ou au final, on les lit pas sur le bon périmètre. Le HRV, on va le lire tous les jours, alors que c'est une demande de long terme qu'il faut regarder. Le cardio, il peut varier sur plein de choses. On prend un café, pas de café, on a mangé, on a mal dormi, la séance on a fait le matin, le soir. Il y a plein de facteurs en fait qui influent ces indicateurs sur la puissance, le cardio, la température extérieure. Enfin, tout en fait est à prendre en compte. Donc, lorsqu'on prend trop de données, on peut vite se perdre et potentiellement mal les lire ou les lire à l'envers. Un même chiffre dans deux contextes différents, on peut avoir un même chiffre qui aura deux interprétations différentes. Donc c'est pour ça que plus ça va et plus j'essaie d'être prudent et de partager avec moi cette vision-là autour de données. J'accompagne quelques athlètes dans leurs projets sportifs aussi à côté, et il y en a plein, je fais une marche arrière, en fait, où je ne leur donne même plus d'indication de cardio, de puissance, de zone, je leur donne une indication de ressenti. Ça évite de se perdre, d'être focalisé, parce que parfois on peut se dire aussi, ah, mais 200 watts, c'est bien, mais est-ce que 190 watts, j'ai raté ma séance? Bah, non, en fait, mais
oui, le chiffre n'est pas atteint, c'est pas la séance est un petit peu en dessous, mais est-ce que c'est bien, pas bien, et tout ce qu'il faut prendre en compte en parallèle pour mesurer tout ça. En business, c'est pareil, on raisonne souvent à isopérimètre. Le CA est en croissance, c'est bien, mais on a racheté 3 entreprises. Oui, forcément, il y a plus de monde qui ramène de l'argent, donc on grossit. Donc, tout ça, c'est pour ça que trop de données tu as donné. Parfois, c'est un gros fourre-tout. On ne sait pas trop quoi en faire. Pareil au niveau de la qualité. Si ma ceinture cardio ne marche pas très bien, bah, je peux regarder tous les chiffres que je veux. Si j'ai des trous toutes les 10 minutes dans ce que je récupère, ça ne va pas me servir à grand-chose. Donc voilà, il y a vraiment une question de quelles données je récupère, est-ce qu'elle est fiable, est-ce que je peux la lire et regarder tout ce qui se passe au niveau environnement autour pour avoir une interprétation correcte. Donc souvent, la meilleure solution, c'est de revenir à l'essentiel. C'est au final, comment est-ce que moi, qu'est-ce que je ressens lorsque je fais mon sport? Est-ce que j'ai des gens qui sont fatigués, pas fatigués? Et avec le temps, on apprend à se connaître. Donc en fait, on a notre propre barème interne de ressenti, même pas forcément sur une échelle. Ça permet de se dire, je suis en forme, pas en forme, ils sont fatigués. Et souvent, c'est le meilleur indicateur de performance, on va dire, ou de prédiction de performance. C'est sympa d'entendre un data analyst te dire ça justement. La meilleure des données, la meilleure analyse des données, c'est finalement ton ressenti perso. C'est un peu comme si tu demandais à un chef d'entreprise en début d'année, bon alors tu la sens comment l'année là? Ouais, pas mal, pas mal. Ouais. Oui, mais pourquoi? Ouais, Le pas petit mal. parallèle, et j'en parle souvent avec Sacha Rosenthal, il y a pas mal de points entre sportifs de haut niveau et on va dire bon manager, bon chef d'entreprise. Il fait souvent l'opposition entre l'expert et l'amateur dans l'entreprise. Donc un très bon collaborateur qui va être investi, des bonnes pratiques, etc. Et pareil au niveau sport, entre l'amateur et le pro, qu'est-ce qui fait la différence? Et en fait, je sais plus ce que je voulais dire, je perds mon fil. Bah, on parlait des ponts qu'il peut y avoir entre entrepreneuriat, sport de haut niveau, entrepreneuriat manager, et où je te disais que le fait de revenir à l'essentiel, de se ressentir, de Oui, sentir les données, et ben c'est un peu comme un entrepreneur à qui tu demandes comment va se passer l'année, quoi. c'est ça. Et en fait, le sportif de haut niveau, lui, connaît, merci pour la remise en route, le sportif de haut niveau connaît son corps parfaitement, en fait. Donc, il sait exactement dire si cette douleur-là est normale, pas normale, si elle s'aggrave pas, est-ce qu'elle va disparaître, est-ce que c'est une tension liée à l'effort, à la fatigue chronique, etc. Et en fait, il y a même des études qui ont été faites, parce que globalement, en data analyse, c'est analyse de données, mais souvent, ça va chercher aussi des informations à gauche, à droite. Donc, il y a tout un travail de recherche à faire qui correspond un peu au fait que je m'auto-coach. C'est-à-dire que c'est le même type de process, d'aller chercher de l'information, la compiler, la condenser, faire le résumé, garder ce qui est bon dedans et ensuite se l'appliquer. Et en fait, au niveau méta-analyse, quand on regarde, on compare plein d'indicateurs on va dire de charge d'entraînement, de ressenti, donc ça peut être les watts, le cardio, le HRV, tout ce qu'on veut. En fait, le meilleur indicateur de performance là-dedans, c'est le ressenti. C'est-à-dire que le plus fiable, c'est vraiment le ressenti. Plus que les watts, que le cardio, que n'importe quoi d'autre, ce qu'on peut chercher. Le ressenti était celui qui prédisait le mieux la performance. Donc à la fin, on en revient quand même au truc le plus basique. On peut mettre tout ce qu'on veut là-dedans. La connaissance de soi, c'est ce qui marche le mieux. Ouais, c'est sûr, hein. Si on reprend l'histoire de la douleur au muscle, bon, tu peux toujours courir avec un électromyogramme et puis voir un petit peu le niveau de fatigue de tes muscles, mais après ça devient compliqué, hein. Tu te trimbales un peu comme si tu avais un exosquelette sur toi, mais effectivement, quand on parle des jambes, bah, la meilleure solution pour savoir où est-ce que tu en es, c'est quand même le ressenti. Après, avec ce biais éventuellement du je m'écoute un peu trop. J'ai un peu mal, est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux pas y aller? Ah, finalement c'était la blessure, ou alors j'y suis pas allé suffisamment. C'est là où il faut se connaître. En fait, au début, on n'a pas forcément ce ressenti. Donc, c'est bien quand on commence le sport de faire ces quelques tests de FC Max, tests de PMA, de VMA, pour avoir quelques indicateurs dans les grandes lignes et se baser par rapport à ça pour au moins être dans le juste au niveau des zones. Et c'est avec l'expérience, les années, toutes les séances et les heures accumulées qu'on se connaît, qu'on sait si ces sensations-là, c'est juste parce qu'il y a un peu de fatigue, un petit manque de motivation, ou c'est la troisième séance de la journée et c'est un peu dur, ou si c'est vraiment parce qu'il y a un problème de fatigue chronique, de blessure ou de surentraînement ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr qu'au début, c'est un peu comme du machine learning en niveau de data analyse. Si on part de zéro, on peut pas dire, le modèle, il faut le nourrir en fait. Tout ce qu'on voit avec ChatGPT, Neural Network, etc. Sont des outils qui apprennent d'eux-mêmes parce qu'à la base, on leur donne de l'information. Donc, s'il n'y a pas d'information au début, on ne se connaît pas, on ne sait pas ce que c'est mon max, je ne sais pas ce que c'est mon endurance, je ne connais pas ma fréquence cardiaque au repos. En fait, on ne sait pas si je suis fatigué, pas fatigué, si je peux aller plus loin. Il y a forcément un processus d'apprentissage au début, de chercher ses limites, tâtonner, puis parfois on va exploser, parfois ça va passer, et petit à petit comme ça, on affine un petit peu son propre modèle. Et avec l'expérience, on sait dire, bah là, je suis proche de la limite, là, j'ai dépassé, ou là, clairement, j'ai de la marge, et en fait, même si j'ai des jambes un peu lourdes, je peux tenir ça pendant 6 heures.
mais il faut du temps. Bon, c'est marrant les ordres de grandeur que tu donnes. Tout à l'heure, tu me disais que quand tu as commencé un peu dans le triathlon, tu te mettais pas des grosses charges, tu étais à 13-14 heures, ce qui est déjà pas mal pour les sportifs amateurs. Et puis maintenant, tu me dis bah, peut-être que j'en suis au 3e entraînement de la journée et c'est peut-être pour ça que j'ai un peu mal. Donc c'est pas les mêmes ordres de grandeur qu'au début ou qu'un sportif amateur qui n'a pas forcément plusieurs heures par jour, voire par semaine à consacrer à son entraînement. Ouais, alors je m'entraîne plutôt, enfin, je suis parti de la moyenne très basse au niveau entraînement, en tout cas chez les pros. Ma moyenne à l'année, ça doit être même pas 20 heures par semaine. Donc ça reste des semaines plutôt light, on va dire. Je dois être, les grosses semaines, c'est 23-24. Si j'en fais 3 d'affilée, je suis content. Même prépa Ironman, c'est rarement plus. Si j'ai une semaine à plus de 25 heures, je dois en avoir plus de 2 dans l'année. Donc vraiment avec 2 grosses séances vélo de 7 heures pour la prépa finale, mais sinon c'est très très rare. Souvent, je m'entraîne 3 fois, mais ça va être 3 séances par jour d'1 heure. Ça peut être 1 heure de footing le matin, piscine 1 heure le midi, 1 heure de home trainer le soir. Donc au final, c'est tout à fait possible quand on travaille et qu'on n'a pas trop de contraintes familiales à côté. C'est plutôt ça à côté. C'est pas, le temps de travail, les 40 heures par semaine permettent de faire 20 heures de sport à côté. C'est tout l'à côté qui est compliqué à gérer. C'est la vie sociale, c'est la vie de famille, les enfants, trouver un équilibre en fait. À tous ces niveaux-là, parce qu'en soit bosser 40 heures et faire 20 heures de sport par semaine, ça fait 60 heures par semaine. Ça va, il reste du temps à côté. Mais il y a du temps de trajet aussi à gérer. Donc, l'idée, c'est d'optimiser tout ça, en fait. Moi, à l'époque, j'avais beaucoup de vélo taf pour aller à Monaco. Donc, déjà, ça me faisait 10 séances, 10 sorties vélo par semaine. Certes, 40 minutes. Parfois, ça allongeait un peu le soir, mais c'est du temps de gagner. Parfois, j'ai en courant aussi, ça fait 15 bornes. Donc, en soi, le temps, on le trouve, en fait, mais c'est pas optimisé, forcément. Ouais, c'est ça. Et puis, comme tu disais, c'est le temps effectif d'entraînement qu'il faut regarder parce que quand on fait du vélo taf, quand on part de chez soi pour aller faire une sortie vélo, bon, bah, à la limite, t'es à la porte des vestiaires. Mais pour la natation, par exemple, notamment quand on n'habite pas au bord de la mer, faut souvent prendre le vélo, la voiture, la trottinette et les baskets pour aller nager, le temps dans les vestiaires, se mettre dans l'eau, ressortir, etc. Donc tout ça rentre pas forcément dans le temps effectif. Mais effectivement, comme tu dis, c'est une question aussi d'organisation, de trouver sa gestion du temps et trouver l'équilibre aussi dans tout ça. Parfois, ça coince aussi avec les plus sains, les conjoints, les conjointes, les enfants, et peut-être que la solution, ça peut être aussi de les impliquer dedans. On voit bien le couple Vélobre avec Fred et Charlotte, que ça marche assez bien, mais bon, ils se sont bien trouvés, ils sont tous les deux sportifs de haut niveau. Ouais, je pense qu'il y a vraiment. Déjà, la natation, c'est le sport le plus compliqué à ce niveau-là, parce que forcément, 1 heure de natte, c'est quasiment 2 heures de bloqué. Courir 1 heure, tu mets tes running, tu t'habilles, tu en as pour 5 minutes, tu prends ta douche après, mais tu fais 1 heure de course à pied, en 1 heure et quart, tu peux avoir tout ranger. Le vélo, c'est quasiment pareil, vraiment encore moins si tu fais du home trainer. Tu es en place, tu te changes, tu prends ta douche, c'est fini. Natation, il faut y aller, se doucher. On est dépendant des créneaux piscine. Selon là où on habite, ça peut être très très compliqué, parce que parfois les créneaux, c'est 2 heures par jour, puis c'est bondé, c'est fini. Donc c'est vraiment un frein aussi à progresser en natation, c'est cette disponibilité pour aller nager et on va dire, le cadre de pratique. À Paris, nager en public, c'est impossible. Et sinon, il faut nager avec un club, donc c'est 6 heures le matin ou 21 heures le soir. Donc tout ça, c'est compliqué aussi, parce qu'il faut oublier que la principale clé de la perte durable, c'est le sommeil. C'est très bien de se lever tous les matins à 6 heures, mais si c'est pour être sur les rotules au bout de 3 semaines, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il faut pouvoir récupérer, assimiler tout ça, gérer tout le stress qui est aussi lié au travail et à la vie quotidienne, enfin, les aléas du quotidien, les factures, les impayés, les fuites d'eau, n'importe quoi. Tout ce stress-là, c'est pas du stress bénéfique, il est bien là, il vient impacter l'entraînement et globalement la fatigue chronique aussi sur le long terme. Donc, on ne peut pas juste l'isoler et dire c'est pas du sport, donc c'est pas grave et je peux quand même m'entraîner dur tous les jours. Surtout pas. L'exemple le plus flagrant, c'est quand on est en déplacement professionnel, le fait de prendre l'avion, le train, de bouger, de pas être chez soi, de manger pas non plus à la maison, de faire des grosses journées assises toute la journée, on revient, on est fracassé. Enfin, moi, le premier, dès que je bouge pour 2 jours pour le travail, je reviens, je tombe malade généralement. Tellement mon corps il est lessivé. Alors pourtant, je fais 20 heures de sport par semaine. Donc on pourrait se dire que je serais un petit peu résistant, mais non. En fait, c'est un autre stress qui est différent, que le corps ne gère pas de la même façon et qui impacte globalement de façon assez notable la performance et l'entraînement. Ouais, puis il y a peut-être aussi l'histoire des routines. Je sais pas si tu fonctionnes beaucoup aux routines, mais c'est vrai que quand tu t'installes dans un certain cycle de routine avec l'entraînement le matin, le boulot, le repas, l'entraînement l'après-midi, et on retourne au boulot, ou alors on fait la sieste et puis on retourne à l'entraînement le soir. Enfin, tout ça, c'est des routines aussi qui s'installent, auxquelles ton corps finalement s'habitue. Et puis après, quand tu le dis, hein, tu pars en déplacement professionnel, c'est les fêtes, on va tous se retrouver chez papy, mamie,
dans la famille, et tout ça, ça rompt un peu cette routine, et je pense que ça n'aide pas non plus à la partie déjà charge mentale, mais aussi équilibre au niveau corporel et au niveau défense immunitaire, non? Ouais, ouais. Moi, je pense que la routine, c'est quelque chose de très bien, notamment en termes de. On sait à quoi on s'attend pour la semaine d'après, quand on sait que lundi midi, c'est piscine, lundi soir, c'est vélo, mardi, nanana, et qu'il y a une répétition, pas forcément dans le contenu, mais au moins sur la structure de la semaine, ça aide parce que ça décharge mentalement sur qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine. J'ai beaucoup de mal à m'appliquer. Donc, je suis un très mauvais exemple parce que mon emploi du temps change tous les jours. C'est-à-dire que je ne sais même pas vraiment. J'ai un plan. Je pense que si j'arrive à le suivre 2 semaines dans l'année, c'est le maximum. Parce que avec le boulot, depuis le Covid, j'ai des grosses variations du niveau de forme de façon quotidienne. Donc même si j'ai prévu une séance full le matin et une cool l'après-midi, bon, en fait, je peux être KO à 13h et pas réussir à bouger de l'appart parce qu'en fait, j'ai plus d'énergie, je suis vidé. Ça commence à aller mieux, mais pendant 1 an et demi, c'est très très compliqué. Et puis les aléas du boulot font que parfois, en fait, je suis sur un projet, j'ai envie de terminer, donc ça décale, et en fait, je me retrouve à 17h et j'ai pas encore commencé le sport. Donc globalement, je suis un très mauvais exemple au niveau de la routine et du planning. J'arrive à l'inculquer aux athlètes que je suis, et globalement, ça marche plutôt bien. Et je sais que des athlètes de la squad de Joe Filiol avec Vincent Louis et David Messicoubami, c'est quasiment 50 semaines par an, la même structure de semaine. Le lundi, c'est toujours pareil, le mardi, c'est pareil, mercredi, pareil, etc. Ça varie un peu en contenu et en durée des séances, mais globalement, la structure reste la même. Et je pense que c'est une très très bonne façon de fonctionner. J'ai un peu de mal à m'appliquer. Mais je pense que c'est une bonne clé, en tout cas, quand il y a d'autres facteurs à côté à gérer. Si au moins ce calendrier il est fixe, il ne bouge pas, ça peut aider. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, ou le cordonnier le plus mal chaussé, mais en même temps, ça fonctionne chez toi. C'est peut-être là aussi que tu as trouvé ton équilibre, c'est-à-dire de pouvoir organiser tes journées, tes entraînements comme tu veux. Alors peut-être que tu t'épargnerais un petit peu de charge mentale, comme on vient de le dire, mais en même temps, ça fonctionnerait peut-être pas aussi bien. Ouais, alors je sais aussi que quand j'arrive à suivre mon plan à la lettre quasiment pendant 3 semaines, c'est là où j'ai mes meilleurs résultats derrière. Donc je sais d'un côté que ça marche. Mon plan n'est pas forcément une routine tout le temps la même chose. C'est des séances que je peux passer. Je sais que globalement, je passe mes séances dures et longues le week-end. Mes créneaux c'est toujours pareil. Enfin, j'essaie de suivre après la même structure. Quand j'arrive à la suivre quasiment à la lettre pendant, on va dire, une période de plusieurs semaines d'affilée, c'est là où je sens que je passe le plus de cap à l'entraînement et que les performances s'améliorent. Sinon, ça prend un peu plus de temps et parfois, ça m'est arrivé de passer 6 ou 8 semaines sans réussir à caler ma séance de course à pied. Parce que soit j'avais pas le temps, soit j'étais malade, soit j'étais trop fatigué, soit j'ai sauté d'autres séances avant, donc je n'étais pas prêt à la faire. Et je vais la faire en avril, je l'ai fait mi-juin. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Juste parce que j'étais pas prêt, pas d'énergie, un petit boulot de travers, enfin, ça arrive quoi. Mais clairement, je pense que le plan reste une très bonne solution quand on arrive à le suivre et qu'il est bien calibré pour progresser sur le long terme. On revient sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire s'entraîner à la sensation. Ok, si tu l'avais planifié au mois de mai, mais finalement tu le fais en juin. Mais en même temps, tu travailles aussi à la sensation. Et ça nous emmène aussi à ton mode d'entraînement. Tu t'auto-coach. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que tu y trouves comme bénéfice? Et est-ce qu'au contraire, tu te dis pas à un moment, tiens, si j'essayais avec un coach, peut-être que ça marcherait mieux? Alors, le passage avec un coach, il se fera chez moi le jour où je considère que j'arrive plus à progresser tout seul. Tant que en fait, j'arrive à la fin de chaque année en me disant, bah, en fait, j'ai même pas fait 50% de ce que je voulais faire. Donc, tout seul. Les séances que je veux tester, réussir à répéter plusieurs semaines d'affilée et voir ce qu'elles m'apportent et comment je progresse en faisant des ajustements. Quand j'aurai testé tout ce que j'ai à tester et vu qu'en fait ça marche plus, que je suis arrivé à un plateau globalement, que je ne progresse plus ni en natation, ni en vélo, ni en course à pied, et que j'ai tout mis en place et que je suis arrivé à ma limite, moi, de mon côté, euh, oui, je pense que je passerai avec un coach. Maintenant, j'ai encore beaucoup de choses que j'ai envie d'essayer. Ne pas être coaché, c'est le fruit de ma liberté aussi, que j'adore. C'est-à-dire que je peux en permanence adapter mon planning et j'en ai besoin de par mon mode de vie, de par mon travail. De me dire qu'en fait, depuis le Covid encore plus, de me dire que j'ai pas d'énergie, j'avais prévu 3h30 séance dure. En fait, ce sera pas 3h30 séance dure, ça va être 1h30 vélo tranquille. Et parfois, je repousse et ça m'arrive de faire une séance dure au bout d'un mois à pied parce qu'en fait, juste, j'avais pas l'énergie, ou j'étais malade, j'avais le ventre en vrac et c'était compliqué, ou j'étais en déplacement pour le boulot, ou peu importe la raison, ce qui fait qu'en fait, j'ai besoin d'adapter mon planning en permanence et je le fais parce que je me connais. Je sais que si je fais la séance dure maintenant, comme c'est marqué comme je l'ai marqué dans le plan, ça va être contre-productif. Au final, mon corps ne va juste pas être réceptif à ce que je vais lui donner. C'est bien de lui donner, mais si le corps n'absorbe pas la charge, ça ne sert absolument à rien. Donc non, j'aime ma liberté de me dire, je m'organise comme je veux, j'ai une idée très précise de ce que je veux faire, comment je veux le faire et quel type de séance je veux valider, à quel moment de l'année. Enfin, j'ai beaucoup lu en fait. J'ai échangé aussi un peu à l'époque quand j'étais à Paris, j'étais cobaye
avant les Jeux de Rio, à l'INSEP, ils faisaient des protocoles de recherche sur l'acclimatation à la chaleur, la surcharge d'entraînement et l'entraînement à jeun, avec les chercheurs et doctorants de l'époque et aussi nutrition. En fait, j'ai passé pas mal de temps là-bas parce que j'étais étudiant, j'avais du temps, ça m'intéressait. Donc, j'ai beaucoup changé avec ces chercheurs-là. Ça m'a mis un peu le goût aussi à rechercher du coup pas mal à lire au niveau littérature scientifique, au niveau de regarder un peu ce que font les grands coachs en triathlon, quel est leur type de semaine d'entraînement, qu'est-ce qu'ils mettent en avant, comment, pourquoi, et quelle est la logique derrière tout ça. Et en fait, après, je me suis un petit peu approprié des différents bouts qui m'inspiraient, que j'ai testé à l'entraînement, qui marchent plus ou moins. Et voilà, ça m'a fait un peu de ma philosophie moi d'entraînement. Et puis maintenant, j'ai de partager aussi avec d'autres. Et, pour moi, il n'y a pas une science infuse de l'entraînement. Hein. C'est globalement, chaque individu réagit de façon différente. Il y a plein de façons différentes d'arriver au même résultat. Donc, l'idée, c'est plus voilà, de tester plein de choses et de voir ce qui est le plus efficace. Un peu mon leitmotiv, c'est rechercher l'efficacité, l'optimisation en fait, de mon temps. Je ne cherche pas à faire plus, je cherche à faire mieux en permanence parce que je n'ai pas plus de temps à y consacrer. Mon 20-25 heures, voilà, je ne fais pas 30 heures. Hein, je n'ai pas la capacité ni physique, ni nerveuse, ni rien du tout. Donc, plus comment je fais mieux avec pas plus. Et comment on fait ça justement? Comment est-ce que tu organises tes séances de test d'entraînement? Parce que tu changes, tu prendras un entraîneur le jour où tu auras eu l'impression de ne plus progresser sur tout ce que tu as envie de tester. Comment est-ce que tu définis tout ça justement? Qu'est-ce qui légitime chez toi, en tout cas dans ton utilisation de William le coach, de suivre tes propres entraînements? C'est des séances un petit peu. En fait, déjà, la progression se voit sur le long terme, sur une semaine, 2 semaines, on voit rien. Donc, c'est à l'échelle de ce que je fais faire du mois de janvier, février, je vais voir les résultats au mois de juin. Donc, c'est déjà un premier bilan de voir est-ce que ma forme progresse par rapport à ce que je fais. Globalement, je n'augmente pas mon volume chaque année. Donc, mon volume d'entraînement depuis 2021, 22, 23, on va dire à même pas 1 heure près par semaine, c'est le même. On va dire en gros 20 heures selon les moments de l'année, les maladies, les coupures, les courses, etc. C'est toujours constant. Donc, on ne s'entraîne pas plus. Donc, déjà, de ce constat-là, c'est qu'il y a toujours cette facilité de te dire si je fais plus, ça reste un sport d'endurance, hein, forcément, en faisant plus, on progresse. Comme c'était arrivé à un moment donné, on ne peut pas faire plus. Donc, il faut trouver autre chose. Et puis, le corps, il n'a pas non plus une capacité d'encaisser 1 million d'heures dans toute sa vie. Donc, quand on a fait beaucoup très longtemps, on s'est lessivé. Moi, j'ai quand même une vision un peu long terme de mon sport. J'ai envie de pouvoir me faire plaisir pendant encore plein d'années. Donc, je ne cours pas après, c'est toujours plus au niveau volume. Donc, c'est de me dire qu'est-ce que je peux trouver comme à travers la science, hein, parce que je ne vais pas arriver avec une baguette magique et me dire ça a l'air cool, je vais l'essayer. Et pourquoi ce type d'entraînement, ce type d'intensité, ce mix-là pourrait marcher pour ce que moi je veux faire, c'est-à-dire progresser en longue distance, donc sur format HAL, sur format Ironman, qui a des demandes bien spécifiques. Je ne cherche pas à être bon sur un sprint ou sur un ultra de 45 heures. Le programme, moi, c'est des courses de 3h30 à 8 heures, grosso modo. Donc les deux, je trouve, sont assez complémentaires, sachant que j'ai des points forts et des points faibles. Je suis plutôt endurant de nature et je manque de vitesse. Donc, comment est-ce que je mixe tout ça pour progresser sur les deux disciplines et à partir d'évidences scientifiques, c'est-à-dire que derrière, il y a une logique en termes d'adaptation, niveau physiologie, niveau. Après, en fait, comme l'entraînement est encore un niveau assez, on va dire, précoce en termes de développement, en fait, on ne connaît pas tout du corps. Donc, par exemple, de manière, même les entraîneurs, il y a une partie, enfin, l'entraînement, souvent on dit que c'est une partie art, une partie science. Hein. Donc, il n'y a pas de vérité encore. Et la preuve, c'est que comme il y a plein de philosophies différentes qui amènent au même résultat avec pas grand-chose à la fin, au final, le test, ça marche pas. Est-ce que sur 2, 3, 4, 5 séances, je vois des adaptations qui se passent sur plusieurs mois ou pas et voilà, en fait, c'est un processus de test ou crash and learn, comme j'aime dire, parce que je ne sais pas si ça va vraiment marcher. Mais toujours avec une logique d'aller vers un objectif précis, qui est de progresser, gagner en vitesse sur Half et après gagner en efficacité sur Iron. Le but, c'est d'avoir un corps qui est efficace. Ma VO2 max, elle n'a pas bougé depuis 2014, hein, donc, ni ma VMA, moi, je l'ai peut-être même perdu. Donc, l'idée, c'est juste comment est-ce que je rends mon corps efficace à travers la manipulation de la périodisation dans la séance, la polarisation de l'entraînement à travers les différentes zones et le mix entre les sports. En gros, c'est à peu près ça. Éventuellement, jouer sur l'alimentation pendant et à côté des séances, si on veut pousser encore, pour optimiser tout ça. Alors, périodisation, on voit bien ce que c'est. Polarisation, tu nous fais une petite review rapide pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Ouais, c'est la distribution entre les zones d'entraînement, entre l'endurance, on va dire. Il y a plein de façons de l'avoir encore. Il y a des modèles à 3 zones d'entraînement, à 5 zones, à 7 zones, à 9 zones. Enfin, un petit paquet, mais c'est comment est-ce qu'on distribue les différentes zones d'entraînement à travers son planning. Est-ce que je fais 15 heures d'endurance facile et 2 heures d'endurance très dure? Est-ce que je fais 10 heures facile, 5 heures moyen, 2 heures dures? Et ça, du coup, ça vient se jouer dans les séances. Ça peut être des blocs de 10, 15 minutes, des 30, 30. Enfin, voilà. C'est comment est-ce qu'on mixe les différentes intensités à l'entraînement
Il y a différentes approches là-dessus. Parfois, c'est beaucoup de très lent ou du très rapide. Parfois, c'est du très lent avec beaucoup de moyens et très peu de très rapide. L'approche plutôt pyramidale, celle-là. Et la polarisation extrême, c'est vraiment soit du très lent, soit du très rapide. Donc, on peut jouer sur tout ça à différents moments de l'année pour créer différentes adaptations. Et encore une fois, après, il y a différentes approches sur comment est-ce qu'on construit son année en termes de volume, d'intensité, selon les contraintes qu'on a, en termes de temps, de météo, tout ça, il faut le prendre en compte. C'est pas pareil quand on est pro, qu'on va passer 6 mois à Lanzarote ou qu'on habite en Breton, même si j'adore les Bretons, ou la Normandie, parce que je connais bien la Normandie, on va passer un petit peu de temps où il pleut, il fait pas très beau et l'hiver est un peu difficile, on va dire. Donc tout ça, c'est à prendre en compte aussi pour gérer sa progression. Alors ça, c'est sur la partie organisation, on va dire de la logistique de l'entraînement. Tu disais tout à l'heure que quand tu as commencé, tu savais pas très bien courir. Enfin, c'est toi qui le dis, hein, je te cite. La natation, c'est pareil, c'est un sport ultra technique. Comment est-ce que tu fais pour apprendre, pour progresser et pour performer dans chacune de ces disciplines, en sachant que la natation, c'est quand même la partie la plus technique, même si c'est pas la plus chronophage dans la distribution sur une épreuve. La course à pied, il y a aussi quelques basiques à apprendre, à connaître. Le vélo, on pourrait croire que c'est le plus simple, mais il suffit pas juste de pédaler, il y a aussi pas mal de techniques. Comment est-ce que tu fais pour progresser dans chacun des sports sans être accompagné? Ou peut-être que justement, t'es accompagné plus sur la partie geste technique, apprentissage, mais pas sur la partie logistique, distribution des entraînements. Ouais, non, j'ai tout appris pour moi-même. Alors, j'ai une mécanique d'apprentissage qui a toujours été un peu la même. J'apprends en regardant des vidéos. Tous les sports que j'ai fait à l'époque, soit le volleyball, la planche à voile, le surf, le ski, en fait, le ski de fond, enfin, peu importe quoi, en fait, j'ai une mémoire très visuelle et j'arrive à reproduire le mouvement. C'est un schéma qui marche chez moi. Et là, c'est à travers la lecture, à travers le mimétisme, peu importe. Moi, je vois et j'essaie de reproduire. Bon, c'est pas parfait parce que forcément, il y a toujours une différence entre ce qu'on fait et ce qu'on pense faire. On pense être bien aligné alors qu'en fait, on fait des ciseaux avec les jambes, le bras est complètement croisé, la tête elle est en l'air alors qu'on pensait être comme une torpille. Donc, il y a toujours une différence. Donc, ça, c'est à coupler ensuite avec un feedback qui peut être l'analyse vidéo. De se dire, OK, je pense avoir fait ça, mais en fait, je ressemble à ça. Et ensuite, on essaie de corriger. Donc, en plus, on peut continuer à ce niveau-là. Au niveau natation, en tout cas, pour on va dire, avoir les grandes lignes au début. J'ai passé beaucoup de temps à travailler les éducatifs. Beaucoup, 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 beaucoup de temps. Je suis pas nageur, c'est-à-dire que si on me met dans l'eau allongé, mes pieds coulent. Donc, je tombe à la verticale. Je ne sais pas faire la planche. Donc, voilà, je pars pas avec des qualités de nageur, mais en travaillant sur pas mal la technique, en essayant de réduire les freins, l'avancement, ressentir un peu ce qui se passe, que c'est pas un sport qui marche comme les autres. C'est pas plus on pousse fort, plus ça va vite. Au contraire, plus on se crispe, plus on coule. Donc voilà, c'est beaucoup de temps, beaucoup de frustration aussi, parce que c'est un sport qui est ingrat. Dès qu'on arrête, dès qu'on n'est pas nageur, on arrête forcément, on repart à zéro. Donc c'est nager souvent, pas forcément très dur au début, mais juste devenir aquatique, on va dire, pour avoir un corps qui est aligné, réduire les freins à l'avancement, réussir à prendre de l'eau. Donc ça, c'est un peu tout ce qui s'est fait on va dire qui a pris du temps. Je suis pas un bon nageur, je me débrouille en triathlon, mais quand on compare à des connotations, c'est nul, faut être honnête. J'ai nagé un petit peu en club avec Monaco, avec la SM Natation, Michel Pou, qui a un groupe de natation d'eau libre. On est Lara Gonjon, Lisa Pou, enfin des nageuses qui brillent au des podiums en 10 km et 25 km. Je ne suis pas, objectivement. Mais surtout, il y a des enfants qui ont 13-14 ans qui me dérouillaient complètement. Donc, sur toutes les distances. Donc, je ne suis pas un bon nageur, mais j'essaie de faire avec ce que j'ai, de continuer de progresser. Et en plus, il y a une problématique qui est qu'on ne traduit pas forcément les progrès en piscine en eau libre. On peut très bien nager en piscine et après ne pas traduire ça en eau libre. D'ailleurs, moi, j'ai même observé un mécanisme inverse, c'est que quand je nage bien en course en eau libre, je nage mal en piscine. Et généralement, plus la saison de triathlon avance, donc plus je passe de temps en combinaison en eau libre, et moi je nage bien en piscine. Parce qu'en fait, la technique est un peu différente, on s'est adapté aux conditions, aux vagues, la cadence est différente, la façon de nager, enfin, tout se dérègle un peu par rapport, se règle, on va dire plutôt, par rapport aux conditions d'eau libre qui sont un peu différentes. Donc, natation, c'est encore un gras, je continue de progresser. Il y a des séances dures à passer parce qu'il faut forcément aussi travailler le côté physio, d'envoyer du glycogène dans les bras, d'avoir de l'endurance, etc. Mais sans la technique au départ, on peut nager aussi bien qu'on veut, on va pas progresser. Donc, et le problème, c'est que c'est pas une histoire de juste faire le geste, il faut ressentir ce qui se passe. Donc, c'est un processus qui est un petit peu différent et assez compliqué. Il y a des moments, pendant un an et demi, j'ai pas progressé, en fait. J'essaie différentes choses, je stagnais, mais voilà. Et puis souvent, on corrige un défaut, il y a un autre qui apparaît. Donc,
Et on ne se rend pas compte de chaque impact que ça peut avoir, 1 centimètre de la tête, 1 centimètre au niveau des bras. Enfin, c'est super complexe en fait. Et c'est ça que je trouve aussi passionnant, c'est qu'en fait, c'est un peu un puissant fond au niveau de la progression. Il y aura toujours à aller chercher pour essayer de se rapprocher des bons nageurs, des vrais nageurs, ceux qui ont appris tôt. Moi, j'ai appris très tard, donc je suis content du niveau que j'ai actuellement, même si je ne m'en satisfais pas pleinement, mais je considère que c'est déjà, j'ai rattrapé pas mal de retard et je continue de progresser, un petit peu seulement. Je sais que maintenant, mon palier, je suis efficace, je peux tenir quasiment aussi vite mon half que sur mon Iron. Mon 1,15, il est régulier. Par contre, je sais que techniquement, j'ai pas ce qu'il faut pour nager moins de 1,10 facilement relâché. J'ai un plafond de verre un petit peu pour l'instant, donc voilà, c'est des clés à chercher, à trouver, en jouant avec le matériel. Peut-être que je vais repasser par un coach un petit peu pour essayer d'avoir un ou deux feedbacks en me disant, bah, peut-être qu'en travaillant cet axe-là, on peut essayer de progresser. Et après, moi, je me débrouille dans mon coin. Parce que je ne vais pas être tout le temps avec les clubs, c'est compliqué. Je n'ai pas les moyens de le faire d'un point de vue logistique. Donc, je retourne une fois que j'ai une clé ou deux de me dire travaille ta position de ta tête, travaille ton bras, travaille ton pouls, ton machin. Hop, j'ai mes éducatifs, je sais ce sur quoi je vais me concentrer. Et je retourne au charbon de mon côté. Et puis, dans 3-4 mois, je retournerai à le voir. Un petit feedback, une vidéo. Ok, je ressemble à ça, je pense à ressembler à ça, je corrige ça. Et on essaie de voir si ça marche. Et encore une fois, les chronos piscine ne sont pas forcément révélateurs de la natation en triathlon. Je me fais exploser par beaucoup de monde en piscine et pourtant je ne m'en sors pas trop mal en triathlon. C'est un peu comme la course à pied en triathlon. Il y a beaucoup de coureurs qui courent beaucoup plus vite que moi sur un board ou en semi et pourtant en tri, je m'en sors pas trop mal. Donc ouais, c'est assez complexe. Pour la partie course à pied, j'ai appris tard à courir, mais j'ai, je pense, quand même quelques facilités à courir naturellement. Mais j'ai pas de force. Et ça, c'était surtout au début du vélo. Je ne pouvais pas emmener de braquet, je vais mouliner, je tenais même pas. Mon premier championnat de France, c'était chez les jeunes. J'ai fini 93e sur 98, je crois. Et j'ai lâché les roues du dernier groupe. Donc, je n'arrivais pas à les suivre. Donc, je pars de loin à vélo. Et pourtant, c'est devenu ça qui me force. Mais à travers le travail et trouver les bons mécanismes pour moi compenser mes points faibles, ça prend du temps. Il faut être patient surtout. Alors, on sent quand même effectivement pardon, le background scientifique, data, recherche de la performance par l'analyse poussée, par l'empirique, etc. Et c'est super intéressant. Tu parlais de natation, de notation que je traduirais par sensoriel. On avait eu sur le podcast Pierre Tortereau qui travaille beaucoup là-dessus. Donc voilà, si tu veux prendre un coach, même à distance, parce qu'il travaille à distance, regarde du côté de chez Pierre Tortereau. Ouais, je connais ce nom. Bah écoute, vas-y, pousse la porte. Dis-lui que tu viens de notre part, ça lui fera plaisir. Et sur la partie progression justement, parce que même si c'est beaucoup d'itérations, que c'est sur le long terme, etc. Là encore une fois, j'essaie de glaner quelques bonnes informations pour nos auditeurs. Comment est-ce que tu juges finalement que tu es sur la bonne voie, que tu progresses? Alors la natation, on l'aura compris, hein, tu y vas, tu travailles tu nous as dit pendant 1 an et demi, tu n'as presque pas progressé parce que tu travaillais beaucoup sur les éducatifs, etc. Mais le vélo, la course à pied, où finalement les progressions sont peut-être un petit peu plus facilement sensibles, appréhendables, comment est-ce que tu juges que tu es sur la bonne voie et pas que tu testes un truc et que ça va t'emmener dans le mur? Alors, c'est là où peut-être que les données pour moi sont intéressantes, puisque le ressenti du quotidien, c'est de pouvoir coupler, par exemple, à vélo, le cardio et la puissance. J'ai commencé vraiment à progresser en vélo parce que j'ai eu un capteur de puissance. À l'époque, je ne me connaissais pas très bien parce que je l'ai eu, je crois, en 2015 ou 2016, donc j'étais encore tout jeune dans le sport. Donc c'était un super bon indicateur pour moi de me dire comment est-ce que je suis mes séances et de pouvoir suivre sur le moyen terme, on parle de quelques semaines, quelques mois, de voir comment mon corps s'adapte à l'entraînement. Est-ce que ces séances dures font que j'arrive à mieux les passer? Et en couplant ça avec mon cardio, l'idée, c'est d'être plus efficace pour une même intensité. Donc, si mon cœur est à 150 pulses et que je peux pousser 300 watts en 2 semaines et que dans 1 mois, je pousse 50 watts, j'ai gagné 50 watts pour la même énergie coûtée à mon corps. Donc, c'est en croisant ces deux intensités-là, ou la vitesse versus les pulses en course à pied, qui permet de voir si on avance dans la bonne direction. L'idée, encore une fois, c'est en fait, le corps devient plus économe. En soi, mon moteur n'a pas changé. La capacité de mes poumons, de mon cœur, elle reste quasiment la même. Ma VMA n'a pas bougé depuis 2014. Par contre, j'ai réussi à relever tout ce qui était en dessous. Mon premier seuil, mon deuxième seuil, et tout se rapproche petit à petit de ma VO2 max parce qu'en fait, mon corps a réussi à devenir efficace, c'est-à-dire sous le maximal. C'est pour ça que je suis pas bon du tout sur un sprint ou sur du très court. Je suis nul en sprint. Parce que je n'ai aucune explosivité et c'est déjà une problématique que j'avais quand je jouais au volleyball. Je n'avais aucune détente sèche. Je commençais par la technique. En explosivité pure, en vitesse de déplacement, je ne savais rien faire.
Et c'est pareil sur un sprint en natation, je n'ai pas les connexions neuromusculaires, oui, pour aller tourner les bras vite, en fait, même en course à pied. C'est très drôle, quand on ne peut pas courir à pied, on voit que c'est un coureur de fond, je ne sais pas courir vite. Parce que je n'ai jamais travaillé, je ne sais pas le faire. Mais par contre, toutes les allures intermédiaires et inférieures sont très, très relevées. C'est qu'en fait, sortir 300 watts pendant 4 heures ne me demande pas beaucoup d'efforts. Ce qui n'était pas le cas au début. C'est-à-dire que en l'espace de 2-3 ans, j'ai quasiment gagné 50-60 watts de FTP, donc mon seuil sur une heure, juste en travaillant tout d'abord sur un travail musculaire. C'est-à-dire que je n'avais pas de force. Donc en travaillant en force à l'entraînement régulièrement, en moment du braquet, j'ai réussi à développer mes fibres musculaires, recruter le peu de fibres rapides que j'avais, les transformer en fibres lentes, pour être capable d'emmener sur du braquet, descendre un ou deux dents derrière sur les petits pignons, et gagner des watts sans m'entraîner forcément plus dur, juste en recrutant plus de muscles. C'était une vraie problématique chez moi. Je suis vraiment pas épais à la base, j'ai pas de force, donc soit dans l'eau, à pied ou en vélo. Donc le travail musculaire, travailler dans les bosses à pied, beaucoup aussi. J'ai travaillé et techniquement et d'un point de vue renforcement. Ça m'a pas mal aidé sur le moyen terme pour progresser, sans forcément s'entraîner plus dur. Juste ce travail musculaire, parce qu'à la base, on est quand même sur du très long, plus limité par nos muscles que par notre cœur. On n'est pas essoufflé à la fin d'un Iron d'un half. Par contre, musculairement, je me rends cuit. Donc c'était un peu ça la problématique, c'était déterminer mon facteur limitant, travailler dessus, et petit à petit, en fait, certains sont même devenus une force. Et c'est quoi justement ces facteurs limitants qui sont devenus une force chez toi? Le vélo. Le vélo, j'ai commencé, en fait, j'étais pas bon nageur, mais bon, je devais nager environ 3 minutes au 200, en petit bassin à l'époque, quand j'ai commencé. On est en vue de 3 vidéos. Quand même, j'aimerais bien être un mauvais nageur ou quelqu'un qui a pas de force comme toi, tu vois. Ah, mais c'était 300 mètres, 3 minutes au 200 à fond, hein. C'était genre, parce que j'ai commencé par mon super sprint au lycée, c'était un 200 mètres en piscine, il y avait 7 km de VTT, 1 km 104 pieds. Donc, la séance de natation, c'était 10 fois 50 à fond, terminé, ciao. On nageait avec 100 mètres d'échauffement et 100 mètres de récup. 700 mètres de séance, c'était terminé. J'ai commencé comme ça. Donc, je savais nager 2. Et à l'époque, les gars qui faisaient le tri à Versailles au lycée, c'était les gars de la SNV, ça nageait une 55. Donc, je sors de l'eau sur 200 mètres avec une minute de retard déjà. Enfin, ça piquait un peu. Mais voilà, c'était comme ça qu'on dit mon niveau de départ. Et pendant très longtemps, j'ai plafonné sous alentours de entre 5,30 et 6 minutes au 400 sans nager plus vite, parce que je plafonnais. Mais mon niveau n'était pas catastrophique, on va dire, par rapport aux autres sports, natation. J'étais pas bon, enfin, j'étais très moyen partout. Mais à vélo, surtout, j'avais pas du tout de force. Donc, je peux tourner les jambes à 100 RPM, mais je moulais dans le vide un petit peu parce qu'en fait, dès qu'il fallait mettre du braquet ou monter en puissance, en force, etc., je ne savais pas le faire et de perdre les roues globalement ou sur mon premier M, à la moitié, je m'écrase complètement parce qu'en fait, j'ai plus de force. Donc, j'ai lu pas mal d'articles à l'époque de Brett Sutton, qui est l'entraîneur de Daniel Arif, palmarès quand même, pas mal d'articles sur l'entraînement en force et pourquoi en fait on doit arrêter de tourner les jambes en permanence en triathlon parce qu'on ne fait pas du vélo, on n'est pas dans Samsung, on n'est pas Froome, on cherche pas, on n'a pas les mêmes problématiques et les mêmes contraintes et pourquoi du coup l'entraînement en fait de cadence est intéressant et pourquoi aussi on devrait le mettre en place, on va dire en course en triathlon, c'est d'économiser le maximum au niveau cardio pour courir vite derrière. Donc j'ai mis en place à partir de 2015 grosso modo. Et en fait très rapidement sur l'échelle de quelques mois, j'ai vu les bénéfices de mon seuil qui augmentait sans que je m'entraîne plus dur. C'était quasiment que de l'endurance parce qu'il fallait un petit peu de temps pour que les genoux s'habituent au niveau des ligaments, des tendons. Voilà, j'allais pas me mettre à pousser PMA tous les jours à 60 RPM, j'allais me casser en deux, donc j'ai pris du temps. Au début, c'était par petits blocs de 15 minutes, 20 minutes, je les répétais, etc. Donc c'était un petit peu long. Mais en fait, en l'espace d'un an, j'ai gagné 30 watts de FTP. Et encore en 3 ans, j'ai gagné encore 30 watts de FTP. Et en fait, je suis passé de ne pas suivre les roues à vélo et perdre du temps sur les portions vélo à réussir à reboucher l'écart que j'avais par rapport à des gars qui étaient devant moi. Et surtout, je courais quasiment à mon niveau sec derrière, sur un semi, un D-born ou c'est comme ce sens-là. Alors qu'avant, j'avais une grosse éperdition entre mon D-born qui devait être en 34 minutes, je courais 40 minutes sur triathlon. Et d'un coup, je suis passé de courir 34 minutes sur 10 bornes à courir 35 en triathlon. Donc voilà, j'ai pas progressé en tant que tel sur mon 10 bornes sec. Par contre, j'avais réussi vraiment de par le fait que j'étais plus fort à vélo, à courir quasiment un niveau frais, en poser de vélo frais, en fait, très peu entamé au même de courir. Wow. Ça c'est du bon tuyau, je t'en remercie. Après, il faut réussir à le mettre en pratique, mais déjà à le comprendre et à le mettre en pratique ensuite. Mais je pense que là, t'as donné plein d'infos super sympas. On a parlé de toi. Si il y en a qui veulent, petite parenthèse, s'il y en a qui veulent les articles, ils sont toujours sur le blog de Brett Sutton, ça s'appelle
En tapant spinning et Brett Sutton sur Google, il y a 2 ou 3 articles où il explique le pourquoi du comment, et qui sont très intéressants. Chez moi, c'était le déclic en fait. C'était vraiment le début de ma vraie progression à vélo. C'est en mode, bah oui, évidemment. Et je l'ai mis en place. Et depuis, je tourne toujours les jambes à 60 RPM à l'entraînement, hein. D'ailleurs, ça choque pas mal de monde quand je roule avec des autour de moi. En mode, tout le temps ça, bah voilà, ouais. 60 RPM tout le temps. En course, non, mais en entraînement, systématiquement. En fait, c'est devenu une façon de pédaler qui est devenue normale maintenant chez moi. Bon, 60 RPM, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est 60 tours minute. Donc, ça fait vraiment pas beaucoup, quoi. C'est vrai que 60, en général, c'est pour commencer l'échauffement avant justement, à la différence de ce que toi tu proposes, d'aller tourner les jambes, même quasiment dans le vide, pour chauffer un petit peu tous les muscles des jambes. Ouais. Après, je ne recommande pas de le faire d'un coup, de passer de on tourne les jambes tout le temps à on fait que de la force. Il faut un peu d'adaptation et ça prend un petit peu de temps. Mais les bénéfices sont vraiment assez incroyables. On a parlé de toi, on a parlé justement de ta méthode d'entraînement, mais on n'a pas trop parlé de William et de son palmarès. Est-ce que tu peux revenir avec nous justement sur les bénéfices, les bienfaits de ces entraînements que tu réalises toi-même et de tes apprentissages? Ouais, alors moi de mon côté, ça m'a clairement permis enfin, ma progression elle est très linéaire en fait. Au début, à partir du moment où de 2000, j'ai fait mon premier race Ironman 2014 avec en Provence. Et je vais avoir quasiment aucun entraînement, je crois, à l'époque. Enfin, je m'entraînais 8-10 heures par semaine. Je connaissais pas trop le triathlon encore. Je m'entraînais un peu, je trouvais ça cool, mais j'étais pas plus investi que ça. Je pouvais juste tester un half parce que je trouvais ça cool de faire. En fait, j'ai toujours aimé l'idée de me dire si tu bouges quelque part, autant bouge pour une course qui dure longtemps, plutôt que de bouger pour une course qui dure 50 minutes. On dit bon, qu'à traverser la France, autant que ça vaille le coup. C'est toujours été un peu la motivation. Donc, je suis en première âge, je crois que je suis né en 4h56. Je sors pas trop mal de l'eau parce que globalement, en triathlon, on est tous pas très bons nageurs, mais j'étais juste moins mauvais que les autres. Je dois faire 45 places à vélo et encore au moins autant à pied. Je crois que je suis 1255e. 256e de mémoire, un truc comme ça. Enfin, un truc genre loin dans le classement, à 1h15 du vainqueur, ça devait être Bertrand Billard, je crois, à cette époque-là, ou un autre Français top niveau mondial de l'époque. Je refais 1 ou 2 alphes. Je bossais en tant que moniteur de voile d'été, donc je m'entraînais vraiment pas l'été, parce que j'en ai bien rempli, passé sur l'eau toute la journée, le soleil, etc. Enfin, bien fatigué. Et avec des copains, on a quand même fait un half en fin d'été à Champigny, les Castle Series. Parfois que super sympa, mais en fait, je suis arrivé pas du tout entraîné, j'ai marché mon semi en 2 heures et je m'étais dit plus jamais. En fait, tu prends pas de plaisir au final quand tu n'es pas entraîné, que tu subis l'épreuve de bout en bout parce que tu sais que tu vas être forcé de ralentir et jusqu'à la fin tu marches. Parce que tu n'as juste pas fait de boulot à l'entraînement, c'était pas agréable. Donc, je me suis dit plus jamais, si tu refais un triathlon, et je voulais en faire parce que j'aimais bien ça, et je me dis, il y a peut-être un truc quand même à faire un peu sympa, fais-le avec l'entraînement. Donc, c'est là où ça a commencé à être le déclic. Et après, c'est très linéaire. En fait, j'ai fait des courses où j'ai commencé à gagner. Je crois que le déclic, c'était le triathlon M de Deauville en 2017 de mémoire. Je crois que j'avais gagné 2016 le triathlon de Vendôme. J'ai fait mon premier Ironman en 2016 aussi à Francfort. Après, j'avais fait Hawaii amateur. C'était très mal passé. J'avais détesté. Je m'étais dit plus jamais d'Ironman, plus jamais Hawaï. Ça ne m'intéresse pas. Par la dynamique de course, c'était une cyclo à vélo de partout et voilà, j'avais pas du tout aimé l'épreuve et puis j'avais très très mal vécu ma course. J'ai marché mon marathon en 5 heures parce que j'avais des problèmes respiratoires déjà à l'époque et donc c'était la cata. Et, après, du coup, je me suis concentré sur le format Alpha et M un peu, pas mal de petits M régionaux, région parisienne en Normandie, des formats Alpha, Triathlon de Beauville, un podium une année, une seconde place ensuite, l'année d'après je gagne. Et petit à petit, comme ça, en fait, j'ai fait ma petite place, on va dire, sur des formats Alpes régionaux. Hein. On comprend bien, c'est pas des courses professionnelles, il n'y a pas une densité incroyable. Il y avait toujours un ou deux bons athlètes. Je me souviens à l'époque, il y avait souvent Arnaud Guillou qui était là, que ce soit pour le triathlon Côte d'Émeraude à Dinard ou à Deauville, ce genre de course. En 2019, ça a été un peu l'année du déclic en fait. Mais c'est l'année qui correspond en fait que j'ai déménagé du sud de Paris vers le sud de la France, où j'avais plus de temps pour m'entraîner. Il faut être quand même assez objectif sur les conditions du sud de la France à Nice par rapport à Paris. Mais ça, c'est en termes de rythme de travail. À Paris, tu pars à 19h, on te dit qu'est-ce que tu as pris ton après-midi. À Nice, à 18h, on est parti. Donc forcément, c'est un peu différent. Il y avait quand même plus de temps pour m'entraîner. La météo était plus clémente. Le boulot était à 200 mètres de la piscine. Je pouvais courir le midi, je pouvais y aller en vélo le matin, courir. Enfin, c'était des conditions, on va dire, qui étaient quand même assez agréables. Donc le déclic a commencé à se faire là, sur cette année-là. Je gagnais à Aubernais, je gagne le Salagou, le M et le S. Après, je gagnais à Deauville. Je fais n'importe quoi à l'Alpe d'Huez. Je sais pas si j'étais malade, fatigué ou mal géré l'arrivée à l'altitude. Enfin, bref, j'ai des crampes au bout d'une demi-heure de vélo. J'avais pas commencé le premier école.
Donc, c'était une seule journée, je bâche à l'arrivée, et après, un petit coup de pouce de ma femme qui me dit bon, pourquoi tu n'irais pas en brun? On en avait parlé avant, en mode soit si je fais une super course à l'Alpe d'Huez, soit je fais une catastrophe, je vais en brun. C'était un peu ça. Pour me réconcilier avec un Ironman, parce que j'avais refait l'Autriche en 2018, c'était mal passé de nouveau. Donc je m'étais dit, voilà, on verra. Et en fait, comme je bâche à l'Alpe d'Huez sur une journée catastrophique, le lendemain, je me dis, bah, allez, on va aller en brun, on va faire une prépa en 2 semaines et on verra bien ce qui se passe. Contre toute attente, ça se passe très bien. Enfin, très bien. J'avais quand même une bonne caisse parce que l'Alpe d'Huez, le long est quand même très long. On part quand même pour 4 heures de vélo, dans le meilleur des cas. Donc ça se rapproche c'est assez proche en fait en termes de prépa d'Ironman au final parce que j'ai quand même pas mal de bonnes sorties vélo de 3 à 4h30 on va dire sur le mois de juillet avant l'Alpe. Donc de ce côté-là j'avais une caisse quand même correcte. À pied il me manquait des bornes forcément parce que déjà j'avais pas le temps à l'époque de faire des sorties longues. Et donc globalement ma sortie de la c'était 1h15 avant l'Alpe. Hein. Donc j'ai refait 2 séances je crois de 2 heures. Dont une où je l'ai doublé sur la journée, 1h le matin, 1h30 le soir, un truc comme ça, avant en brun. Une sortie de 7 heures juste pour voir qu'en fait, je pouvais faire 7 heures de sport dans la journée sans en finir en train de mourir. Et vraiment, c'était ça la préparation pour en brun. Quoi. Donc, et juste faire un 4 bornes en piscine parce que je nageais le midi en 50 minutes chrono. J'avais 50 minutes le midi pour nager. Donc je nageais en moyenne 3 bornes 5 max quand vraiment j'envoyais un 8 x 400 avec 15 secondes de récup et voilà. Donc j'ai quand même nagé une fois 4 bornes pour me dire est-ce que je peux nager un Ironman sans avoir les bras en croix à la fin. Et en gros, ça s'est fait comme ça pour Embrun. Et la journée s'est plutôt bien passée dans l'ensemble. En fait, j'ai suivi mon plan, pareil, data analyse. Du coup, j'avais fait mon plan de course avant, j'avais tout étudié avant. Les gars de l'époque, c'était Bichtica et Del Toral. Je savais combien de watts ils mettaient, sur quelle portion, quel temps ça voulait dire. Donc, en fait, je savais à peu près combien moi je devais mettre partout pour être dans le coup à vélo. Et ça me semblait cohérent entre eux, leur chrono, et moi, ce que j'étais capable de faire. Donc, j'ai juste suivi mon plan. Et en fait, à un moment donné, je trouvais que l'allure était trop basse par rapport au temps de passage habituel de ces gars-là qui étaient derrière, parce qu'ils nagent un peu moins bien. Donc en fait, j'ai suivi mon plan et je fais que creuser l'écart. Et après le marathon, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Mais je pense que quand t'es en brun, ça se passe plutôt bien. T'es sur un petit nuage. Donc je pensais me faire rattraper ou avoir un gros coup de moins bien. Après, c'était le premier Iron où j'ai vraiment réussi à faire une course quasi complète de bout en bout avec la forme de l'époque, c'est-à-dire que j'avais pas la caisse à pied clairement pour courir un gros marathon, puis c'était avant les carbones, donc en plus n'étant pas un coureur avec beaucoup de pieds, je dégrade beaucoup ma foulée, donc j'étais crampé à la fin et tout, donc tout n'était pas parfait, mais c'était quand même une très bonne journée, on va pas se mentir. Soldé par la victoire, je gagne ensuite au Grand Touman, je fais deuxième à Royan, enfin je fais une bonne fin de saison 2019, et après Covid c'était compliqué, 2020 il s'est rien passé quasiment, et 2021 j'ai eu du bon et du moins bon. J'étais malade, première partie, championnat de France où je fais troisième derrière Clément et Mathis, je crois, non, Clément et Sam, et de l'eau. J'avais un problème mécanique, ma roue arrière qui se faisait la malle dans la descente, du coup j'avais pas pu suivre, et après j'avais posé trop loin le vélo. Et après, un été compliqué, en brun ça se passe, l'Alpe je fais quatrième, je crois, en brun je finis avec un marathon 5 heures, une fois de plus, un Ironman. Après avoir posé le vélo deuxième derrière Léon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé ce jour-là, c'est encore un peu mystère, mais donc compliqué. Je refais une bonne fin de saison sur mes premières courses vraiment pro Ironman avec l'Autriche, la Suisse et Nice. Je fais 3 top 4 d'affilée sur 3 semaines. C'est le petit défi du mois de septembre. Et je prends le Covid et j'ai un premier œdème pulmonaire à Majorque à la fin de l'année en octobre, sur le dernier Ironman. Et là, c'était le début des ennuis. Et parce que là, après, c'était dans le scie avec quelques très peu de courses correctes depuis et beaucoup de désillusions, de frustrations, de DNF. On va dire ça fait 2 ans, depuis début 2020, allez, mi-2022, j'avais quand même eu Majorque, une bonne note au début du printemps. Depuis ce moment-là, c'était très, très, très compliqué de sortir une course correcte de bout en bout. Et sur Ironman, j'ai pas réussi à le faire. Toujours eu des problèmes depuis, donc pas forcément fou. Et comment on vit ça, justement surtout que, encore une fois, tu t'entraînes tout seul. Donc, comment est-ce que tu gères ça alors, je dirais pas ces contre-performances, parce que je pense pas que tu en sois là, mais cette impression que ton corps veut pas suivre, malgré tout ce que tu essayes de faire pour que ça se passe bien. En fait, ce qui est très paradoxal, c'est qu'éventuellement, j'ai aucun problème. Et que les problèmes n'arrivent qu'en course. Donc, généralement, je suis assez optimiste en prenant le départ de la course. En mode, ça s'est super bien passé, j'ai des super jambes, tout va bien. Et en fait, le jour de la course, mon corps ne suit pas, sur Ironman en tout cas, et sur Alpha aussi à la fin un petit peu. Un œdème pulmonaire qui se réveille en course.
sûrement dû au Covid. Je l'ai pris 3 fois. La première, ça a laissé un gros impact. Après, il y a eu tout l'hiver, donc ça s'est, je pense, un peu réparé. Et je l'ai repris le jour de ma victoire à Majorque en mai 2022. Là, j'ai encore dégusté pendant 6 bonnes semaines derrière. J'ai essayé de recourir à Aix 2 semaines après, sans dire que c'était pas joli. J'ai pas fini la course. Et ça m'a, je pense, beaucoup impacté les voies respiratoires et les poumons. Je suis toujours au stade d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a vraiment un problème dans les poumons ou est-ce que c'est juste une cause mécanique en course, l'OPI, donc l'œdème pulmonaire d'immersion, quelque chose qui arrive, qui est très connu dans le sport d'immersion, beaucoup plus chez les apnéistes, globalement. C'est un problème de pression dans le corps qui remonte, le sang remonte de façon trop forte au niveau des poumons, qui crée une surpression qui casse les capillaires. Et donc le sang traverse la paroi alvéolaire et capillaire et donc met à tousser parce que c'est du liquide avec du sang dans les poumons. La première fois, c'est arrivé à Majorque en 2021, c'était assez surprenant parce que je ne savais pas ce qui se passait. Donc j'ai continué à courir dessus en fait, en pensant que le goût un peu bizarre et le couleur rougeâtre, c'est du coca, parce que je ne savais pas en fait ce qui se passait. Avant de comprendre, j'ai quand même 21 km avant de comprendre que c'est du sang que je crachais. Ça ne m'était jamais arrivé. J'ai arrêté la course au semi et j'avais pas fini à l'époque. En fait, le problème de ce phénomène, c'est que 2 jours après la course, il n'y a plus aucun symptôme. Donc en fait, quand j'allais faire des examens à l'hôpital après la course, des scanners, des images, etc., en fait, le docteur me disait même si vous allez très bien, il n'y a pas de problème, vous êtes en pleine santé, go, quoi, dès que vous entraînez. Donc c'était très compliqué pendant 1 an et demi de faire le diagnostic de ce qui se passait, c'est de comprendre les causes possibles, est-ce que c'est le trajet en avion, les bronches qui sont irritées, la composition de l'air, la position qui est trop agressive, peu importe la combi qui est trop serrée, en fait, plein de pistes à essayer de creuser pour savoir dans quelles conditions ça pouvait marcher, pas marcher. Je pensais que ça allait se régler parce qu'à Nice, qui est la course à la maison, donc en fait mon corps connaît bien les conditions, ça s'est bien passé. Je pars à Vitoria pour faire un Iron 2 semaines plus tard et ça se passe mal. Donc je ne comprends pas. Je vais à Embrun, enfin, je refais l'Alpe d'Huez 3 semaines plus tard, ça se passe bien. Je retourne à Embrun où une course où j'ai jamais eu de problème. Après, ça se passe mal. Donc en fait, c'était un peu comme ça en permanence. Et donc en gros, je finissais une course mal, je la finissais pas celle de l'après. C'était comme ça en permanence pendant tout 2022 depuis le mois de mai. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si j'ai des problèmes dans les poumons ou pas. Les tests que j'ai fait l'an passé n'ont rien trouvé. Donc, et le problème des OPI, c'est dans 90% des cas, on ne sait pas pourquoi ça arrive. On sait juste qu'une fois que c'est arrivé, ça recommence. Donc, c'est un peu frustrant. Pendant longtemps, ça n'est arrivé que sur Ironman. Donc, je me dis, bon, moi, je vais pouvoir faire des halves tranquilles. En 2022, c'est arrivé aussi au Portugal. Pas de chance. Donc, ça peut aussi arriver sur half. Après, c'est des conditions qui étaient réunies. L'eau est très froide, ça part à fond. Et voilà, tout ce qui va jouer sur la vasoconstriction périphérique, c'est un facteur qui vient aggraver le phénomène. Mais il m'a fallu pas mal de temps et quasiment 1 an et demi pour juste mettre un mot sur le phénomène. Et encore une fois, les médecins ne savaient pas me dire. En fait, j'ai fait plein d'examens, j'ai fait une fibroscopie bronchique, qui est le pire examen que je souhaite à personne. Tu te noyer dans ta salive quand tu mets le cathéter dans la bouche. Enfin, c'est un truc, c'est horrible. Hein. Il te parle en même temps, ça t'arrive. Bref. J'ai fait pas mal de tests pour comprendre, en fait, et les médecins ne trouvaient rien. Et en fait, avec moi, mes recherches en permanence, côté data analyst, chercher l'information un peu comme je fais pour l'entraînement, j'ai petit à petit mis tous les papiers ensemble pour voir qu'en fait, il y avait une sorte de consensus qui apparaissait, que mes symptômes correspondaient vraiment à ça, que la disparition de ces symptômes correspondait aussi à ce phénomène-là. Et par chance, enfin par chance, pas par chance, je tombais sur un papier où ils ont fait une analyse sur 3 athlètes du Northman, où les phénomènes arrivaient dans les mêmes conditions que moi. Et en fait, comme ils ont été hospitalisés directement sur le jour de la course, ils ont réussi à déceler l'OPI en temps réel. Moi, en faisant l'examen le lendemain ou sur le lendemain, il n'y avait plus rien. Et en fait, comme il n'y a pas de cause pathologique dans les poumons, mais c'est juste le fait qu'un ensemble de symptômes correspond à ce diagnostic, c'est super compliqué à traiter et à identifier. Donc, ça m'a pris 1 an et demi. Durant l'hiver, avec des cardios et des médecins, j'essaie de trouver un traitement pour contrer ce phénomène. Simplement, on a testé en début de saison 1, mais qui n'a pas été le bon. Clairement, Fréjus, Lanzarote, Icahn, ça n'a pas marché. Et ensuite, on a changé de traitement, un hypotenseur, en fait, qui permet justement d'éviter cette vasoconstriction et d'éviter la surpression dans les poumons, l'hypertension pulmonaire, qui, lui, a marché, mais ne marche que sur half. Je n'ai pas encore trouvé la bonne posologie sur Iron. Donc, c'est pourquoi Embrun n'a pas encore marché en août, et pourquoi le Portugal n'a pas non plus marché. Et Embrun non plus. Enfin, du coup, sur Ironman, j'ai toujours pas de solution. Je continue de chercher. Voilà.
Et ce qui explique le fait que j'ai beaucoup de courses sur Ironman, il ne se passe plus rien depuis 2 ans et demi de mon côté. Et sur Half, généralement, j'essaie de me dire, bon, allez, va quand même faire un Half pour te faire plaisir, pour être la du moment. Et puis parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal. Voilà. C'est un peu comme ça que j'ai vécu ma saison 2023. Donc la Gérardmer s'est bien passé, c'est trop cool. San Remo, 3 semaines après, ça s'est très mal passé parce que encore un peu malade, pas en forme, mais un peu compliqué en dents de scie globalement. Je continue d'être optimiste parce que je sais qu'à l'entraînement, ça se passe plutôt bien. Je sens que je progresse encore à pied, à vélo, en natte quand je m'entraîne régulièrement et que la motivation est là. Et je sais que quand les jambes sont là, il se passe des belles choses. Je peux me faire plaisir. Je ne parle pas de gagner ou de faire 5e ou 10e. Ça dépend tellement d'autres facteurs. C'est juste moi me dire que je fais une belle course, sans dire que je progresse course après course. C'est qu'à l'entraînement, je me sens encore progresser. Donc, c'est ça qui me motive encore. Et l'idée aussi de résoudre ces problèmes dans mon corps et de les comprendre, en fait. Une ligne pour l'instant. Et c'est un peu ça que j'essaie de résoudre. De dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour juste aligner les planètes et courir sans souci, sans mettre ma santé en danger. C'est aussi ça, cet enjeu-là. Bon, bah écoute, on te souhaite le meilleur, on souhaite que tu trouves une solution aussi. Tu parles d'apnéiste pour les OPI et comme tu es à Nice, si jamais, tu sais qu'il y a Arthur Guérin-Boéry qui est un grand plongeur et qui est à Nice. Bon, là en ce moment, il se balade un petit peu dans les cercles arctiques et antarctiques, mais il y a peut-être des relations à trouver aussi avec l'apnée, comme tu dis. Ouais, j'avais fait pas mal de tests à Sainte-Anne, à Toulon, l'hôpital militaire, où ils ont une section de plongeurs démineurs. Donc en fait, là-bas, ils remontent des gars qui font des OPI tous les jours. Donc, et pour eux, c'est un phénomène de pression normale en fait. Donc, quand je leur ai dit que je fais un OPI, oui, comme plein de mecs que je récupère tous les jours. Donc en soi, pour eux, c'est même pas problématique, ça arrive à tout le monde. C'est juste qu'on sait pas, c'est encore un peu en vide. On sait pas trop pourquoi ça arrive. On sait savoir comment c'est qu'on s'est arrivé. On connaît les symptômes, etc. On sait le voir, mais ils n'ont pas d'explication. Il n'y a pas de traitement en fait, parce que dans mon corps, il n'y a pas de problème a priori. Donc c'est juste que dans certaines conditions, c'est réuni pour que ça pète. Voilà. Donc l'idée, c'est comment est-ce que je peux essayer de trouver un processus, un process pour éviter que ces conditions soient réunies. Donc, soit en évitant certaines courses, soit en trouvant une façon de m'échauffer, de gérer mon intensité, de peu importe quoi. J'ai pas encore les clés, juste pour me dire que ok, ça va le faire. Et tout ça, c'est post-Covid. Tu disais que déjà avant le Covid, tu ressentais parfois quelques gènes respiratoires, mais c'était pas à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment le Covid qui a déclenché ça chez toi. Ouais, j'ai pris les premiers phénomènes d'OPI est arrivé le jour où j'ai eu le Covid la première fois à Majorque en 2021. Je pense que je l'ai eu bien comme il faut parce que pendant 3 semaines après, j'ai coupé plus de sport et j'avais du mal à respirer encore au niveau des bronches en feu, à tousser comme pas possible. Donc c'était c'était normalement assez violent. Et après, je l'ai repris après à Majorque une deuxième fois. Cette fois-ci, c'était après la course. C'était mieux terminé. Et, et je l'ai repris après une troisième fois et encore de façon plus légère. Je pense que ça a pas dû aider. Mais après, c'est difficile de vraiment savoir comment ça se passe, parce que chacun réagit différemment. Il y a beaucoup de sportifs qui ont des grosses complications respiratoires après le Covid. Mais n'ayant pas fait d'examen avant, je ne sais pas en fait, est-ce qu'il y avait déjà un problème sous-jacent, est-ce que le Covid a juste accéléré le truc ou pas, j'en ai aucune idée en fait. Au final, on ne le saura jamais. Et c'est pas une question que je me pose vraiment. Je sais que maintenant c'est là et j'essaie juste d'avancer, de voir comment je peux gérer ça pour la suite, quoi. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire quantifier c'est bien, mais quand on a zéro donnée, il faut effectivement savoir sur base de quoi tu quantifies. Et comme tu n'avais pas quantifié ces éventuels problèmes respiratoires avant, tout simplement parce que soit tu n'en avais pas, soit il ne s'était pas encore manifesté, tu peux pas savoir si c'est quelque chose que tu avais avant, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même quand je fais mes images médicales, en fait, j'avais fait un scanner thoracique pour voir si j'avais pas un problème dans les poumons. Quand j'ai refait un deuxième OPI, donc la Victoria-Gasteiz en juillet 2022, je me suis dit, du coup, il n'y a pas eu qu'une fois, donc c'était quand même 6 mois après le premier, donc moi, je pensais qu'il n'y aurait pas de second épisode, quoi, à ce moment-là. Donc là, il y a un deuxième, on me dit, j'ai quand même faire des examens pour voir s'il n'y a pas un truc, et en fait, j'ai fait un scanner thoracique, et après, j'ai passé les images. Donc, certains médecins ont vu une légère dilatation d'une artère bronchique à droite, mais j'ai repassé les images à 2 autres médecins, un qui n'a rien vu, et un qui a vu autre chose à un autre endroit. En fait, comment est-ce qu'on peut avancer dans ces conditions-là, quoi? Et je refais des images, on verra encore autre chose. Et en fait, c'est aussi toute la complexité, c'est que selon le médecin, selon la technique d'image médicale, selon la qualité de la prise d'image, on arrive à des diagnostics complètement différents. Et c'est pour ça que je tourne un peu en rond aussi. Et quand on m'a dit, vous savez rien, monsieur, je sais même pas en fait. Donc là, je barre cet hiver pour essayer de refaire des tests, reconfirmer avec d'autres médecins, peut-être une expertise un peu plus pointue sur le sujet,
pour essayer de voir si on peut pas, si on peut vraiment éliminer le fait que je n'ai rien dans les poumons de pathologique ou pas, parce qu'en fait, j'en suis même pas sûr aujourd'hui, quoi. Ouais. Je sais juste que quand les conditions sont réunies, ça pète. C'est tout ce que je sais. T'as pensé à demander à l'IA, que ce soit ChatGPT, Bard ou autre, parce que parfois il y a des trucs qui ressortent. Bon, J'ai là, pas là, fait, on mais je sort du pense avoir sujet. fait, je pense avoir, j'ai pris un peu plus de temps que ChatGPT pour compiler les infos, mais je pense avoir fait, j'ai fait mon ChatGPT en slow motion pendant 2 ans. Donc j'ai quelques centaines de pages sur le sujet dans mon ordinateur et j'ai échangé avec une personne, on va dire, hautement qualifiée sur le sujet aussi en France. Globalement, dans 90% des cas, la cause est inexpliquée. Donc, en fait, je tombe malheureusement dans ce cas de 90% de on ne sait pas pourquoi ça arrive. Et ce qui se passe généralement c'est un sujet qui n'est pas très joyeux, mais sur les morts en triathlon, dans la partie natation, souvent on dit un noyé sur la partie, etc. Non, on ne donne pas la cause du décès, mais souvent ça cause d'une manière d'immersion. La seule différence, déjà on le sait plus tard quand on a accès aux trucs d'autopsie et sur les forums américains de triathlon, beaucoup plus vocaux sur ces sujets-là. Et surtout que moi, en fait, ça m'arrive que sur le vélo. Donc je n'ai pas de symptômes de natation, donc je suis dans un cas où en fait ça arrive avec un effet un peu, on va dire, différé dans les cas où l'intensité varie. En fait, le cas qui marche bien chez moi, c'est si le triathlon, c'est natation, qu'une montée et on court en haut. Ça, c'est le cas qui marche bien chez moi. Dès lors qu'il y a une descente, c'est terminé. Donc, c'est là où c'est problématique. Et c'est un peu le même cas de scénario pour les gars du Northman qui commencent par 40 km de montée. Pendant 40 km, ça allait bien. Puis les 3 cas, ils ont eu le problème, arrivent au sommet où on s'est basculé. C'est comme l'intensité diminue, le sang remonte dans les poumons, il y a moins de sang dans les jambes parce qu'on pédalement forcément en descente. Et c'est là où ça crée une surpression dans les poumons, hypertension pulmonaire, et c'est là où ça explose. Et encore une fois, il y a plein de personnes à qui ça arrive dans l'eau. Et c'est là où ça peut être compliqué, grave, voire mortel dans certains cas, les pires. Et sans forcément avoir de pathologie ou de problème avant. Ça arrive sur des sujets entraînés, jeunes, dynamiques, qui font des triathlons de façon semi-intensive. Bon, bah écoute, on croise les doigts pour que ça ne t'arrive plus jamais et surtout pas en natation, s'il te plaît. Le plus jamais, j'y crois pas trop. Le pas natation, je crois que ça va. Le schéma est assez répété chez moi. Je sais déjà, je sais le prédire, je sais le voir quand ça arrive, parce que c'est une suite de symptômes en fait. Je sais dans l'ordre, je me déroule dans un quart d'heure, là c'est bon, c'est cuit. Il faut quand même m'accrocher un peu et essayer de voir, mais je sais globalement déceler très bien. Enfin, je sais dire un quart d'heure avant sur le vélo si je vais me mettre à cracher du sang ou pas. C'est vraiment un schéma qui se répète, des maux de tête, l'équilibre dur, oppression thoracique, le cardio qui s'envole pour les watts qui descendent et un quart d'heure. C'est du mucus, c'est un peu rougeâtre en fait. C'est pas peur en tant que tel. C'est juste que tout le mucus qui s'accumule dans les bronches, il y a un peu de sang qui remonte là-dedans. Et, tant que l'effort continue, ça ne s'arrête pas. Il faut juste arrêter l'effort et puis le lendemain, le soir je tousse un peu, le lendemain il n'y a plus de traces. Donc, pas non plus catastrophe. Bon, bah voilà, chères auditrices, chers auditeurs, si ça vous est déjà arrivé, consultez et puis ressortez l'épisode de cette interview avec William auprès de votre médecin. Peut-être que ça lui donnera des pistes pour aller regarder. Et surtout, consultez. Qui n'hésite pas à me poser des questions. Hein, j'ai déjà répondu à quelques-uns sur les réseaux à ce sujet-là. Il y a un traitement qui marche plutôt pas mal. Hein, c'est un hypotenseur à prendre le matin de la course qui empêche la survenue de l'événement. Qui a l'air de plutôt bien marcher. C'est pas forcément une science exacte, hein, mais en tout cas, moi sur Axe, c'est 100% de réussite pour l'instant. Sur Iron, c'est pas encore trop ça, mais c'est plutôt positif quand même. Donc, il y a des pistes. Super. Bah écoute, merci pour ce retour d'expérience, pour toutes ces infos. J'ai l'habitude de terminer le podcast en posant une question. Le podcast s'appelant Devenir triathlète. William, comment est-ce qu'à ton avis, on peut devenir triathlète? En se lançant, tout simplement. Pour la petite histoire, ma maman, qui n'est pas du tout branchée sport d'endurance, s'est mise au triathlon à l'âge de 59 ans, donc pas de sport, pas de course à pied, pas de vélo, pas de natation, et elle s'y est mise en passé au triathlon de Deauville, quand on a découvert. Donc il n'y a pas d'âge en fait, il faut juste prendre du plaisir à être dehors. C'est un sport en nature, donc c'est génial. La natation, ça peut être un frein, mais il y a l'occasion de nager en lac, en mer l'été, un peu en piscine de temps en temps, juste pour gérer la respiration, c'est pas forcément quelque chose rédhibitoire, en tout cas sur le premier triathlon, il faut juste être à l'aise dans l'eau, on ne parle pas de nager de façon compétitive. Et après, aimer être dehors, bouger, faire du vélo, courir. En fait, c'est un sport où il faut juste aimer bouger. Au final, il n'y a pas de.
tout le monde peut devenir triathlète. C'est, je trouve, une belle conclusion. Et puis tout à l'heure, tu as invité à plusieurs reprises nos auditeurs à venir te poser des questions. Où est-ce que ça se passe si on veut te suivre ou t'interpeller, te poser des questions, avoir des précisions, que ce soit sur l'OPI, mais aussi peut-être sur la préparation, sur les sensations corporelles, sur bien ressentir justement son entraînement. Donc bref, où est-ce que ça se passe? Ouais, il y a plusieurs façons de le faire. Sur Strava, je partage tous mes entraînements de façon exhaustive. Il ne faut pas hésiter à me poser des questions dessus. Souvent, je mets les tailles des séances. Donc, il y a tout natation, vélo course, tout est public depuis un paquet d'années. Niveau après question, on va dire les hauts et les bas, ça se passe plus sur Instagram et sur Facebook, une page perso d'athlète. Je suis assez transparent sur quand ça va et quand ça va pas. Donc, j'essaie d'expliquer aussi pourquoi ça va pas. Parce que dire que ça va pas, c'est bien. On peut être malade, on peut avoir plein de problèmes globalement liés au sport. Hein. On cherche quand même à pousser la machine au-delà de ses limites en permanence. Donc voilà, faut pas hésiter. À me poser des questions en off. Je prendrai le temps de répondre avec plaisir. Ouais, et puis aussi sur LinkedIn, qui est peut-être un réseau un peu plus pro, mais ça fonctionne aussi sur LinkedIn. Je suis un peu moins actif, mais ça peut le faire aussi. Super. Eh ben écoute, William, merci beaucoup pour toutes ces réponses, pour toutes ces infos, pour ce temps qu'on a passé ensemble. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais aborder ou on a bien fait le tour là? On peut clôturer pour aujourd'hui. Non, je pense que le sujet est pas mal. Puis il y aura question de refaire un sur peut-être le monde professionnel. Exactement. Écoute, je te remercie encore, William. Je te souhaite une bonne continuation. Et puis à l'occasion, je le dis à chaque fois à tous les athlètes qui sont dans ta région. Mon papa est à Antibes, donc à l'occasion, je passerai peut-être faire un petit coucou. Je garderai le contact et je viendrai dire bonjour. Avec plaisir. Merci à toi. Merci. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.